je le disais, a été travaillé par l'association Négawatt depuis plus de 20 ans, à partir en fait d'une analyse de l'énergie comme un système sociotechnique qui met en relation des ressources énergétiques que l'on prélève dans notre environnement et des services que nous rend la consommation d'énergie. Et donc, pour agir sur ce système et le rendre soutenable, parce qu'il ne l'est pas au titre du changement climatique, bien sûr, mais de la consommation de ressources, du risque d'épuisement et des inégalités aussi d'accès qu'il génère. Pour rendre ce système soutenable, il faut bien sûr travailler sur le type de ressources qu'on mobilise, il faut travailler sur l'efficacité de l'ensemble des process, réduire les pertes, mais notre point est qu'il faut commencer par redimensionner le niveau de service énergétique que ces ressources nous rendent. Et un peu plus loin, pardon. C'est cette intelligence individuelle et collective sur les usages que l'on fait des ressources qu'on va appeler sobriété. Alors après, elle peut prendre différentes formes. Ça peut être une sobriété qu'on appelle à négawatt servicielle. On va agir sur le niveau d'usage, l'intensité du service. On va, par exemple, éteindre les appareils inutiles, baisser un peu les températures de chauffage. On va aussi, pourquoi pas, réduire la vitesse à laquelle on roule. Un peu plus en profondeur, on peut aller chercher une sobriété dans le dimensionnement, dans le nombre de nos équipements, dans leur taille. Par exemple, arrêter de rouler seul en ville à 30 km/h dans un méga SUV. Et puis encore un peu plus profond, on peut aller transformer structurellement nos usages, par exemple en mutualisant des équipements. C'est le transport collectif, le covoiturage, en mutualisant des équipements du quotidien aussi, ou en mutualisant des espaces, le coworking par exemple, et également important en aménageant le territoire pour faire l'inverse de ce qu'on a fait toutes ces dernières décennies et réduire les distances à parcourir pour accéder au même type de commodité. Voilà, ça brosse le tableau de ce qu'on entend très généralement par sobriété énergétique, et ensuite donc de combien parle-t-on à travers ça. Alors, la crise, vous l'évoquiez, ou on l'évoquait en aparté avant, non, vous l'évoquiez à propos d'Agnès Pannier-Runacher et des 10%. La crise qu'on vient de traverser nous a donné une première indication de combien cette mobilisation de la sobriété au niveau que j'ai qualifié de serviciel, c'est-à-dire utiliser avec plus de modération nos équipements, véhicules, bâtiments existants, peut apporter de réduction de consommation. Alors, on a observé effectivement quelque chose de l'ordre de 10%. C'est 10% réels, puisque c'est des consommations en termes techniques corrigées du climat, c'est-à-dire normalisées par rapport à la douceur de l'hiver. Et ces 10% qui, il ne faut pas se cacher, viennent pour partie d'une réduction subie dans le monde économique ou auprès des ménages précaires, mais c'est aussi très clairement une sobriété qui vient en partie d'une action volontariste des ménages, mais aussi de collectivités qui ont été très lourdement touchées par la hausse de leurs factures. Et la ville de Grenoble, par exemple, a atteint une réduction de 20% des consommations d'énergie dans l'ensemble de son parc de bâtiments cet hiver. Donc, ça illustre déjà tout le potentiel que l'on peut trouver dans ce premier niveau de sobriété avec Négawatt pour alimenter le plan de sobriété du gouvernement. On l'avait chiffré à 30% de potentiel théorique mobilisable à travers ces actions telles que réduire les températures de chauffage, arrêter les ventilations qui fonctionnent dans des bureaux le week-end, etc. À plus long terme, évidemment, on a besoin d'une sobriété plus en profondeur, plus structurelle, et donc c'est ce que les scénarios qui intègrent ce levier comme Négawatt explorent, en cherchant d'une manière générale à projeter des évolutions réalistes dans leur mise en œuvre, nécessaire mais suffisamment appropriable. Par exemple, dans le scénario Négawatt, on est sur une stabilisation des mètres carrés par habitant à l'horizon 2050. On est sur une réduction d'environ 15% des kilomètres parcourus, et je le disais, c'est notamment par un meilleur aménagement du territoire. On est sur une réduction de moitié environ de l'aérien international, puisqu'on a un point dur
vis-à-vis du kérosène, bien sûr. La fin d'ici 2035 des liaisons aériennes intérieures, où on est encore sur une réduction de 20% des tonnes-kilomètres transportées en routier, fluvial ou ferroviaire. Juste pour illustrer quelques niveaux, ce type d'action, à ce niveau de profondeur, contribue pour environ 20 points dans une baisse de 50 points. Au total, moitié de la consommation d'énergie, dont de très nombreux scénarios, pas tous, mais de très nombreux scénarios au niveau français ou international disent que c'est à peu près le niveau à atteindre pour être capable de décarboner le système énergétique et donc respecter nos engagements climatiques. C'est aussi, on l'a montré dans le scénario Négawatt, à travers une modélisation de notre empreinte en matières premières. Cette sobriété, c'est un levier qui permet, à travers la circularité, le recyclage également, d'atteindre plus d'un tiers de réduction de notre consommation globale de matières premières. Et c'est évidemment important. Dernier élément de chiffrage, on vient de publier avec Négawatt notre premier scénario européen qui s'appelle CLEVER, pour Collaborative Low Energy Vision for the European Region, qu'on a construit, c'est collaboratif, avec plus de 20 partenaires en Europe, et dans lequel on a évidemment poussé ce levier de sobriété, mais je le mentionne parce que un des intérêts de ce travail est qu'on a réfléchi à la question de la convergence des niveaux de services entre pays européens, parce qu'évidemment, quand vous regardez la Roumanie, la Bulgarie ou la France, on a encore des inégalités assez fortes, et on a réfléchi autour de l'idée de corridors de sobriété. Alors, je le mentionne parce que ça fait le lien avec le comment, et je finis par ça. Je vais me référer pour ça à la définition donnée par le GIEC, puisque dans son 6e rapport d'avancement, l'an dernier, le GIEC, pour la première fois, a introduit la nécessité de la sobriété et une définition. Il a au passage, et on en est assez fiers, reconnu, mentionné le caractère pionnier du travail de Négawatt pour porter la sobriété dans les stratégies énergétiques. Et la définition qu'il donne, je vous la cite, en tout cas sa traduction française: les politiques de sobriété sont un ensemble de mesures et de pratiques quotidiennes qui permettent d'éviter la demande d'énergie, de matériaux, de terre et d'eau, donc on touche toutes les ressources, en assurant le bien-être de tous les êtres humains dans les limites de la planète. Et donc, on est bien sur l'idée que la sobriété, c'est à la fois le respect de ces limites collectives et une meilleure redistribution de l'accès aux services à l'intérieur de ces limites. Et ça m'amène à 4 commentaires sur le comment. D'abord, sur le fait qu'on a évidemment besoin de politiques publiques. La sobriété, ce n'est pas juste des changements individuels de comportement, c'est des changements de nos normes, de nos valeurs et de certaines infrastructures, si on pense par exemple à la mobilité, et donc un besoin de politiques publiques. Le deuxième sujet majeur, c'est l'évolution du modèle économique, bien sûr, puisque la question des limites heurte frontalement la notion de croissance, en tout cas posée en termes de PIB, qui valorise, qui est un indicateur d'essence productiviste dans sa construction, qui valorise la croissance au sens matériel et qui donc valorise en fait la création de valeur par de la destruction de ressources. On a besoin, et nous on parle plutôt de post-croissance que de décroissance, de trouver d'autres modèles économiques qui sachent créer de la valeur en préservant et partageant les ressources plutôt que les accaparer et les détruire. C'est évidemment un enjeu majeur. Le troisième enjeu, c'est la justice sociale. Je l'évoquais à l'instant autour de cette idée de convergence. Et en particulier, on l'a observé, on y reviendra peut-être dans l'évolution du débat ces derniers temps en France, les inégalités, compris les plus criantes comme l'accès au jet privé par exemple, qui sont des inégalités supportables dans l'idéologie économique qui est la nôtre, parce qu'il y a quand même une égalité des chances, deviennent, lorsque on est confronté à des limites collectives, des injustices, puisqu'elles sont perçues comme une limitation de ma propre capacité à consommer décemment. Et donc, ça change aussi la vision de ce sujet, et ça appelle là aussi à beaucoup de régulation. Et tout dernier mot sur le comment, tout ça amène évidemment à la nécessité de beaucoup de démocratie. La sobriété, le niveau acceptable des limites et des conditions de vie décentes, ce n'est pas quelque chose qui peut être décrété par les experts, c'est quelque chose qui doit être débattu collectivement et qui ne pourra être mis en œuvre, puisque le thème est sobriété contrainte ou volontaire, dans toutes les dimensions que je viens d'évoquer, qu'à travers
un consentement démocratique. Voilà, merci. Je passe la parole à Didier Holleaux. Oui, bonsoir à tous. Merci Michel. Merci Yves pour cet exposé liminaire. Alors, moi, je parle ici au nom d'Engie. Donc, Engie, c'est une grande entreprise du secteur de l'énergie. Il y a 4 activités principales aujourd'hui qui sont le développement des énergies renouvelables, qui sont la production électrique flexible, notamment à partir de centrales à gaz, demain à biogaz et la vente aux clients particuliers, qui sont les infrastructures de gaz et d'électricité, et puis un métier qu'on appelle Engie Solutions, qui consiste à travailler beaucoup avec des industriels, des clients tertiaires, des collectivités, pour les aider à trouver des solutions énergétiques adaptées à leur contexte et aussi économes que possible. Et clairement, une très grosse part de cette activité, elle se situe dans le registre de l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est faire le même service avec moins d'énergie. Et donc, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Tout le monde, je dirais, est d'accord pour l'efficacité énergétique. Et c'est un business model qui, aujourd'hui, fonctionne avec y compris des contrats de performance énergétique où on se rémunère sur les économies d'énergie. Le problème de la sobriété est autre. Et la sobriété se distingue aussi de la destruction de demande, parce que quand on se gargarise des bons résultats de réduction de la consommation d'énergie de l'an dernier, nous, nos estimations, c'est que 4% de la demande industrielle de gaz en Europe a été détruite définitivement l'an dernier. C'est-à-dire, ce sont des industriels qui ont fermé et qui probablement ne rouvriront jamais. Quand BASF ferme sa production d'ammoniac en Allemagne, cet ammoniac sera fabriqué ailleurs dans le monde, et ceci de manière probablement irréversible. Donc, il faut bien distinguer, la sobriété, c'est entre les deux. Ça consiste à continuer à rendre un service, mais qui n'est pas forcément le même service, le même niveau de confort, mais qui n'est pas le même service. Et donc, ce qui caractérise la sobriété, c'est qu'il y a une réduction du service rendu ou du service perçu. Et ça rend ça difficile pour une entreprise comme la nôtre, c'est qu'on va voir nos clients et on va leur dire le besoin que vous exprimez, vous allez rire, ce n'est pas un vrai besoin, ou on ne va pas le satisfaire parce que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qui n'est pas toujours très facile, et certains clients ont tendance à ne pas rentrer dans cette discussion facile. Donc, ce qui fait qu'on a des cibles qui sont plus ou moins difficiles à traiter de ce point de vue-là. Donc, on a commencé à l'interne. On commence à l'interne avec des choses faciles du genre réduire la clim en été, réduire le chauffage en hiver dans nos bureaux. Alors, c'est moins facile qu'il n'y paraît. Et par exemple, il y a un piège, c'est que je me suis aperçu que la discussion sur la température est une discussion genrée. C'est-à-dire que les hommes supportent assez bien de travailler à 18 degrés, mais pas à 26 degrés, et les femmes, c'est l'inverse. Et donc, il y a des débats intéressants sur à quelle température on règle la clim et le chauffage. Mais en bref, on a quand même élevé les températures de consigne en été, baissé les températures en hiver. On préconise de prendre le train pour tous les trajets qui peuvent être faits en train plutôt que l'avion. On développe le télétravail qui a un effet induit considérable sur la demande de transport et donc sur la consommation d'énergie pour le transport. Et sur des choses moins visibles mais importantes, le jour où on a commencé à vouloir offrir des services de certification sous forme de blockchain, et par exemple, vous savez peut-être que Engie, avec toute une série d'autres entreprises du secteur des utilities, vous propose de certifier vos justificatifs de domicile pour qu'une fois que vous l'avez rentré là-dedans, il est certifié, vous n'avez plus besoin d'aller en chercher un quand vous allez à la poste, quand vous allez, etc. On a choisi de le faire sur une blockchain qui fonctionne en ce qu'on appelle preuve d'autorité, c'est-à-dire qu'il y a un petit nombre de gens qui sont impliqués dans le calcul. Il y en a un en pratique qui fait le calcul et 8 autres qui contrôlent, et pas en preuve de travail, qui est le système du Bitcoin, qui est extraordinairement consommateur en énergie. Je vous signale au passage qu'une transaction Bitcoin, c'est en gros 20 000 fois plus d'énergie qu'une transaction Visa. Donc, on a choisi de faire des choses comme ça. Donc,
On ne peut pas dire aux gens que vous avez le top niveau de la blockchain, mais c'est un niveau parfaitement sécurisé pour ce dont on a besoin, mais qui est beaucoup moins consommateur d'énergie. Ça, c'est quelques exemples sur ce que Engie fait dans sa propre activité. Deuxièmement, une deuxième cible qui, elle, est assez sensible au discours sur la sobriété, c'est ce que nous appelons le B2B2C, c'est-à-dire on parle à une autorité ou à un industriel, mais de ce qu'il va offrir lui-même à ses clients. Et alors là, on a de très bons exemples en matière de collectivité locale, les accords qu'on a avec la ville de Paris pour piloter la dépense en énergie dans les écoles de la ville de Paris, où on coupe automatiquement le chauffage quand la pièce est vide, et ça avec des détections de présence, parce que si on compte sur les élèves, même sur les enseignants pour le faire, ça ne marche pas. Alors évidemment, il y a une réduction du confort, parce que quand vous arrivez dans la salle le lundi matin, il faut un certain temps pour qu'elle soit à température. Mais enfin, en attendant, les économies d'énergie sont réellement là, donc c'est de la sobriété parce qu'il y a une réduction du confort. Si par hasard vous avez oublié qu'il y avait une réunion parents-prof le samedi soir, ben, la salle va être glaciale. Mais en échange de ça, vous avez une vraie réduction d'énergie. Vous avez des exemples très illustrés aussi. C'est bien entendu, une fois qu'on a remplacé les ampoules à incandescence par des LED, c'est d'avoir des LED qui sont pilotés en fonction de la détection de présence dans toute une série de rues de la ville pour n'éclairer que quand il y a un passant. Et comme ça, les lampadaires s'allument les uns après les autres pour éclairer la personne qui marche, mais pas pour éclairer la rue, pour rien. Soit dit en passant, tous les animaux nocturnes en profitent parce que c'est quand même beaucoup plus vivable pour eux. Dans le domaine de la mobilité, en offrant des propositions de bus à haut niveau de service pour un certain nombre de municipalités, notamment des bus à hydrogène à Pau, par exemple, on a favorisé le retour au transport collectif pour un certain nombre de clients qui étaient passés à la voiture individuelle. Donc, tous ces exemples montrent que dès qu'on est en B2B2C, c'est-à-dire il s'agit au fond de demander au client final de faire un effort, on arrive assez bien à avoir un dialogue. Alors, ça devient un peu plus dur sur le B2B, c'est-à-dire qu'effectivement, on va dire au client, ce que vous me demandez, ce n'est pas vraiment votre besoin et on va en discuter. Alors, il y a des secteurs qui ont fait de très gros progrès. Par exemple, dans le temps, un data center était entièrement climatisé à 24 degrés. Bon, peu à peu, alors, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, mais dans notre métier, on fait beaucoup de piquer les bonnes idées des uns pour les appliquer chez les autres. Les gens sont réalisés que l'important, ce n'est pas que tout soit climatisé à 24 degrés, c'était que la température ne dépasse pas 30 degrés pour un certain nombre d'équipements et qu'on ait un système d'évacuation de la chaleur au plus près des central processing units qui émettent le plus de chaleur. Et donc, en faisant un circuit de refroidissement centré sur les sources de chaleur, plutôt que de climatiser tout le bâtiment, et en laissant le reste du bâtiment monter à 30 degrés, eh bien, alors évidemment, il y a moins de confort pour le gars qui fait la maintenance. Il fait plus chaud, etc. Mais enfin, la consommation d'énergie est sans commune mesure dans un cas et dans l'autre. Et en plus, la chaleur qu'on a récupérée, comme on la récupère à un peu plus haute température, elle est plus facile à valoriser pour en faire quelque chose et donc coupler le data center avec le chauffage de la piscine d'à côté ou avec un système de récupération de chaleur. Au passage, sur la data, il y a énormément de choses à dire. Vous avez on a développé des systèmes qui permettent d'interrompre un certain nombre de serveurs en cas de pic de demande d'électricité, de façon à gérer la flexibilité de la demande. Il y a tout un travail qui est mené sur l'extension de la durée de vie des serveurs, parce qu'une bonne partie de la consommation des data, c'est la fabrication des serveurs. Et donc, si vous étendez la durée de vie des serveurs plutôt que de les changer systématiquement pour la nouvelle génération, ça progresse. D'une manière plus générale, on propose à un certain nombre d'industriels de sortir de pratiques de maintenance systématique pour faire de la maintenance plus curative, mais anticipée grâce à des dispositifs d'utilisation massive de data, c'est-à-dire qu'avec les bons capteurs, les data, vous anticipez qu'une pièce va défaillir et vous la changez quand elle va défaillir, plutôt que la changer tous les 3 mois, parce que le fabricant avait dit qu'il fallait la changer tous les 3 mois pour être sûr qu'elle ne défaille jamais. Parce que la fabrication de la pièce, elle a un coût, et là aussi,
amener la pièce jusqu'à sa limite de rupture, c'est de la sobriété. Mais ça veut dire que vous prenez un peu plus de risques, parce que vous êtes plus près de la rupture à tout moment. Alors, toujours dans le domaine des entreprises, on travaille beaucoup, j'ai fait allusion à propos des data centers, mais sur le fait qu'il faut être conscient que l'énergie n'a pas du tout la même valeur selon le moment où vous la consommez. En particulier maintenant avec le développement du solaire, de l'éolien, etc. Et donc, le fait d'accepter de décaler le moment où vous utilisez votre énergie pour l'utiliser au moment où elle a une valeur à peu près nulle parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire sur le réseau, plutôt que de l'utiliser au moment où vous pensez en avoir besoin, ça a une grande valeur pour le système et c'est aussi de la sobriété. Ça réduit votre confort parce que ça veut dire que je prends un exemple dans la plasturgie. Traditionnellement, on maintenait les machines en température de façon à ce qu'elles puissent démarrer sur un claquement de doigts. Bon, là, si le programme de fabrication prévoit qu'on n'utilise pas la machine dans les 10 heures qui viennent, les 12 heures qui viennent, les 24 heures qui viennent, ça dépend de la machine, on la laisse retomber en température. Alors, ça veut dire qu'elle ne démarrera pas sur un claquement de doigts. Elle ne démarrera qu'en une demi-heure ou 3/4 d'heure. Mais au total, vous avez consommé moins. Et donc, il y a toute une gestion du temps, que ce soit les temps de latence, les temps d'attente, ou que ce soit le moment où vous faites votre opération, qui est une source de sobriété sur laquelle on arrive à discuter avec les entreprises, à discuter avec les artisans. Alors ensuite, on a développé des systèmes incitatifs, ce qu'on appelle éco-défis avec les artisans, où on leur propose toute une série de solutions pour réduire leur consommation d'énergie, dans lesquelles il y a des solutions d'efficacité et des solutions de sobriété. Et puis en B2C, vous avez probablement entendu parler d'opérations comme Mon Bonus NJ, Mon Élec en direct, où on donne aux clients domestiques toute une série d'outils qui leur permettent à la fois de mesurer leur consommation, d'appréhender combien ça coûte au moment où je le fais, est-ce que je pourrais le faire à un autre moment, est-ce que ça coûterait moins cher, etc. Là, le problème, c'est que, comme le soulignait Yves, on ne peut pas tout faire reposer sur les comportements. Il faut aussi que les gens aient des outils qui facilitent ces comportements. Je prends un exemple. Votre téléviseur, si vous appuyez sur arrêt, il ne s'arrête pas, il se met en veille. On pourrait obliger à ne vendre que des téléviseurs qui aient une touche arrêt et une touche veille. Comme ça, quand vous voulez l'arrêter, vous l'arrêtez vraiment. Il arrête de consommer. Et ça, tant que vous ne le ferez pas, je veux dire que se lever et aller débrancher la prise, c'est un peu pénible, quoi. Et donc, les gens ne vont pas en pratique. Donc, certains le font, mais au bout du temps, les convaincus, ou ceux qui ont vraiment du mal à payer leurs factures. Mais, donc, on a besoin de faire évoluer les outils. Et puis, dans les outils sur lesquels on a très peu de prise, il se trouve que j'ai travaillé dans l'automobile en des temps très anciens, au début de ma carrière. On fabriquait à l'époque des voitures qui pesaient 650 kilos. J'ai eu la curiosité de regarder combien pesait la voiture que je conduis actuellement. Elle pèse 3 fois ce poids. Le but est le même, c'est de pouvoir transporter 5 personnes dans des conditions à peu près confortables. Faut-il que je transporte 3 fois plus d'acier, de cuivre, etc. aujourd'hui que je n'en consommais en 85? Non, c'est pas le même modèle. C'est pas le même modèle. Non, mais oui, mais je suis désolé, mais la voiture de moyenne gamme à 650 kilos, elle n'existe plus. Vous ne la trouvez pas sur le marché. La voiture de moyenne gamme, elle ne pèse pas 1,9 tonne comme la mienne, elle pèse 1,2 tonne. Alors qu'on savait faire à 650 kilos et on voyageait très bien à 650 kilos. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas dans nos moyens en tant que citoyens et sur lesquelles, s'il n'y a pas une politique réglementaire forte et une politique de produits de la part des industriels, on n'avancera pas. Voilà, j'ai voulu montrer à quel point la sobriété était multiforme, à la fois comment elle touchait toute une variété de publics, le type de réponse qu'on essayait d'y apporter, mais tout en sachant que c'est toujours un sujet pour nous de légitimité, d'expliquer pourquoi on explique à nos consommateurs qu'ils doivent changer leur comportement. Alors, je passe la parole à Valérie Clignard qui va nous expliquer comment la sobriété va devenir désirable.
Quel niveau des attentes élevé. Bonsoir à tous et à toutes, et en présentiel et à distance. Et tout d'abord, je voudrais vraiment très chaleureusement remercier Michel pour ces rencontres toujours aussi passionnantes, et aussi pour me décerner ce titre effectivement de professeur de marketing de la sobriété. Michel crée même des catégories universitaires, donc bravo Michel, parce que vraiment, je vois qu'on est vraiment en pleine évolution et c'est vrai que c'est très marquant. Écoutez, moi, je vais structurer mon propos en 3 points. Donc, tout d'abord, d'où je parle. Ensuite, le lien entre justement d'où je parle et ce qui a été dit par Yves et Didier précédemment. Et puis après, effectivement, je vais plutôt expliquer, en fait, finalement, plutôt le gap, c'est-à-dire pourquoi finalement des consommateurs seraient tout à fait, j'ai envie de dire, prêts à passer dans un mode de vie sobre et pourquoi ils ne le font pas. Et donc, alors il y a énormément évidemment de raisons. Donc, je sais que Michel a donné une consigne de 10 minutes, donc je vais essayer de tenir. Et donc, je vais juste parler en fait de 2 arbitrages, et d'ailleurs qui vont, et je ne le savais pas auparavant, mais rentrer vraiment en écho avec ce qui a été dit précédemment, donc, mais avec effectivement un autre prisme. Alors, tout d'abord, d'où je parle. Donc, moi, je suis effectivement enseignant-chercheur en marketing. Je m'intéresse depuis quand même de nombreuses années à la sobriété matérielle, c'est-à-dire que mon prisme théorique, c'est vraiment la relation aux objets matériels. Tout type d'objets, mais aux objets matériels quand même. Donc, bien sûr, il y a un lien avec l'énergie, mais il est assez indirect. Et pourtant, d'ailleurs, je trouve qu'on ne l'exploite pas assez. C'est-à-dire qu'évidemment, pour produire un objet, il faut de l'énergie. Mais moi, je m'intéresse plutôt effectivement à la relation à l'objet, comme par exemple, quelle relation j'ai avec ma culture matérielle environnante. Donc, mon unité d'analyse, c'est le comportement, c'est la pratique du consommateur, et je m'intéresse à tout type de pratiques qui s'inscrivent dans le quotidien. Donc, c'est vrai que le quotidien m'intéresse beaucoup. Alors attention, je fais juste une petite parenthèse. Même si ça a été très, très bien expliqué, et par Yves d'ailleurs, et par Didier. Mais ce n'est pas parce que mon unité d'analyse est de consommateur que je soutiens l'idée que seul le consommateur peut agir. Parce qu'évidemment, et je comprends l'amalgame, souvent l'amalgame est fait, bien sûr, on s'intéresse au consommateur, donc on culpabilise le consommateur et il n'y a que lui qui est responsable. Absolument pas. Ce n'est pas du tout mon point. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire que pour moi, il y a 4 acteurs qui doivent absolument agir de concert. L'État, les territoires, parce que la sobriété appliquée à Paris n'est absolument pas la même que la sobriété appliquée à Annecy ou à Marseille ou dans les grandes hausses. Les organisations, c'est-à-dire entreprises et ONG. Et là, j'ai envie vraiment de féliciter effectivement Michel, parce que là, vous avez, je trouve, une bonne représentativité, entre guillemets, des différents acteurs. Et puis, bien sûr, le consommateur, évidemment. Donc, je pense que voilà, déjà, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de dire, parce que pour ne pas faire l'amalgame et dire, bah non, c'est que le consommateur qui est responsable, alors qu'en plus, ce n'est pas du tout le point que j'ai envie de défendre. Alors, en fait, pour faire le lien avec ce qui a été dit précédemment, je m'appuyais sur une étude qui a été publiée par Opinionway en octobre 2022 pour le printemps de l'économie. Et on demandait aux personnes, notamment, je vais reprendre précisément la question, à combien estimez-vous l'intensité des efforts que vous avez déjà faits en termes de sobriété. Donc là, il y avait plusieurs pratiques qui étaient proposées, et le secteur pour lequel les individus déclaraient, parce que bien sûr, c'est toujours du déclaratif, hein, c'est toujours un peu la limite de ces études, le plus d'efforts, c'était l'énergie et la consommation d'eau. Les pratiques où les personnes déclaraient faire le moins d'efforts, c'était notamment de privilégier les objets de seconde main au lieu des objets neufs, mais c'était aussi privilégier la mobilité douce et consommer moins de viande. Donc là, on faisait moins d'efforts, effectivement, pour ces pratiques-là. Donc l'énergie, en fait, semble avoir un statut particulier. Tout d'abord parce que, comme ça a été extrêmement bien expliqué, déjà la médiatisation aussi. On a beaucoup parlé de l'énergie, comme l'a dit Yves, depuis le 14 juillet 2022, hein, depuis l'allocation du président de la République. Et en plus, il faut bien comprendre que l'énergie, quand bien même elle n'est pas visible, elle est visible sur la facture et donc dans le porte-monnaie, directement. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on diminue notre consommation d'énergie, ou si on l'augmente, tout de suite, on paye beaucoup plus. Ce n'est pas vrai pour des objets de seconde main. D'accord, les objets de seconde main, vous pouvez effectivement acheter plein de petites choses, plein de petites babioles, pas très chères, et vous n'allez pas vous ruiner. L'énergie, ce n'était pas le cas. Donc, en fait, on voit quand même, tout ça m'amène à dire où est-ce que je veux en venir, entre guillemets, c'est que finalement, la sobriété est très variable et elle dépend vraiment de quoi on parle. Et même au sein, effectivement, des différents objets,
On va encore pas parler de la même chose si on parle de la mode, si on parle de l'alimentation, etc., etc. Donc ça, effectivement, je pense que j'avais besoin de le dire effectivement en préambule. Alors maintenant, effectivement, on voit qu'il semblerait, en tout cas, que ce soit difficile de privilégier d'autres pratiques. D'accord? Donc, je vous ai dit, manger moins de viande, ou alors mobilité douce versus mobilité carbonée, etc., etc. Et là, en fait, donc, dans la littérature, hein, c'est ce qu'on appelle le green gap. Il y a toute une littérature qui documente cet écart. Et en fait, j'ai envie de dire pourquoi. Alors moi, je vais essayer d'apporter en fait quelques, j'ai envie de dire, raisons qui sont toutes issues d'entretiens, voilà, de toute une méthodologie en fait, voilà, que je conduis depuis quelques temps, et puis je m'appuie évidemment sur des études aussi existantes. Alors je pense que une des raisons, on va dire, ce sont des raisons d'arbitrage que l'on ne fait pas. Aujourd'hui, j'avais envie plutôt de parler d'arbitrage, voilà. Avec des nuances, bien sûr, hein, parce que le problème de ce sujet, vous savez que, et Didier l'a dit, c'est très difficile de généraliser, parce que ça va dépendre du territoire, ça va dépendre de la classe sociale aussi, et ça, on va en parler. Donc, voilà, donc il y a quand même des nuances que je vais essayer d'aborder. Alors, quand je parle d'arbitrage, c'est quoi? C'est par exemple du neuf versus l'occasion, du bio versus du non-bio, du local versus la mondialisation. J'achète en grande surface, donc avec plein d'emballage, versus du vrac. Je prends ma voiture versus mon vélo électrique parce que je fais moins de 20 km, etc., etc. Donc, tous ces actes de la vie quotidienne relèvent d'un arbitrage qui peut être pensé. Alors là, ce que je vous propose, hein, c'est une façon de réfléchir. Moi, je l'ai réfléchi en termes de distance au marché et de temps. C'est-à-dire arbitrage, temps, distance au marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je prends une distance par rapport au marché, plus il me faut du temps personnel. C'est-à-dire que plus je dois consacrer du temps aux pratiques. Je vais essayer d'illustrer. Donc, en fait, en gros, c'est faire ou faire faire. Faire, je recours au marché. Faire, je recours à moi-même. Alors, moi-même et marché, parce que là encore, il y a un degré, d'accord, qui peut être important. Je prends un exemple plus trivial. Je fais un gratin de courgettes, deux solutions, enfin plusieurs solutions. Première solution, je l'achète tout fait. Deuxième solution, j'achète des légumes. Troisième solution, je cultive mes courgettes. Quatrième solution, je me passe complètement du marché. Je récolte mes graines de ma précédente culture. Et comme ça, je suis totalement indépendante par rapport au marché. Vous voyez, il y a différents degrés de se prendre une distance par rapport au marché. Attention, plus je me distance du marché, plus je dois mettre du temps. Parce que récupérer ces graines, déjà, il faut un petit peu de compétences, mais ça, j'y reviendrai, mais il faut surtout, c'est du temps. Donc ça, en fait, c'est vraiment un arbitrage. Et souvent, quand on parle de sobriété, le premier argument qui nous vient, moi la première, hein, moi je ne m'excuse pas de tout ça, c'est j'ai pas le temps. Non, je peux pas, j'ai pas le temps. Et en fait, la question, c'est de dire, mais finalement, questionnons ce temps, questionnons cette absence de priorité, et questionnons, alors, et après, c'est très large comme questionnement. Déjà, le temps, c'est un sujet qui est extrêmement passionnant, mais voilà, qui est un vrai sujet. Et en plus, ça fait écho avec ce que Didier disait, hein, et je vous assure, on ne s'est pas consulté, hein, donc on ne s'est pas copié dessus. Ça pose la question du temps de travail, ça pose la question, pourquoi pas, du temps de travail sur une vie, donc des retraites. Alors, on va surtout pas en parler ce soir, parce que c'était pas, et là, Michel, sinon, va me sortir de la salle, mais c'était pas le cahier des charges, mais en même temps, ça le pose quand même. Ça pose la question de répartition du temps dans, j'ai envie de dire, la sphère aussi domestique. Donc aussi, ça pose une question de genre, ça pose une question effectivement de catégorie socio-professionnelle aussi. Voilà, le temps, Didier parlait du télétravail, tout le monde ne peut pas faire du télétravail, on l'a bien vu effectivement lors de la Covid. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, des interrogations. Oui, j'ai pas de réponse, j'ai des éléments effectivement peut-être de questionnement, mais en tout cas, là, il y a une vraie question. Autre vraie question est toujours dans ce temps et distance au marché. Je prendrai juste un autre exemple. Réparer au lieu d'acheter. C'est beaucoup plus sobre de réparer, mais par contre, c'est réparer soi-même ou faire réparer, c'est pas encore le même degré de sobriété. Pourquoi? Parce que vous savez parfaitement, en tant que consommateur, que quand vous faites réparer, souvent, on vous change un bloc. On ne vous change pas la pièce, on vous change un bloc la majorité du temps. Pourquoi? Parce que ça va plus vite. Et en fait, parce que votre facture sera moins élevée. Donc, en fait, ici, on va effectivement, moi, je pense que la sobriété, elle nécessite de prendre du temps. Et ce temps, en fait, à court terme, quel est le problème? C'est que souvent, c'est du temps qui n'est pas gratifiant. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus gratifiant d'aller, par exemple, je ne sais pas, même passer un moment convivial avec des amis, pas forcément consommer finalement, que d'ouvrir votre machine à laver, de regarder où c'est, de ne pas y arriver,
de cuisiner, vous savez, vous avez une magnifique photo et vous, votre résultat, il est juste mais loin de la belle photo. Donc, pour l'estime de soi-même, quand même, c'est pas toujours très gratifiant, etc., etc. Donc, en fait, quelque part, ça peut être, et malheureusement, c'est communiqué comme ça. Parce que je regrette, je pourrais très bien dire l'inverse. Aujourd'hui, activité famille, au lieu d'aller je ne sais où, on se met tous à la machine à laver. Mais en fait, ça peut être aussi génial, vous allez me répondre, parce que voilà, on peut se mettre ensemble, on peut faire des choses ensemble, etc. D'autant qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu des outils aussi performants. Il y a 20 ans, il n'y avait pas autant de tutoriels. Et vraiment, il y a des mines d'or au niveau des tutoriels aujourd'hui. Donc, il y a des communautés, vous voyez, il y a plein de choses, effectivement, qui pourraient nous aider. Donc, ça, c'est ma première interrogation, du moins, c'est mon premier élément de réflexion, le temps et la distance au marché. Deuxième élément de réflexion, moi, j'ai envie de parler, j'ai envie un peu de mettre les pieds dans le plat, parce que pareil, pour l'instant, mais Yves en a parlé aussi, mais là, c'est encore au niveau de la questionnement. Moi, je pense que c'est une des questions majeures dans la sobriété, c'est un arbitrage budgétaire. C'est-à-dire que, et donc, ça pose la question de la justice sociale. Et Yves, effectivement, on a parlé. Donc, ça veut dire quoi? Excusez-moi, j'en fais tomber mon chevalet, mais c'est pas très grave. En fait, je vais prendre un exemple plus trivial. Vous avez besoin d'un jean. La sobriété, bien sûr, déjà, il faut se questionner sur son besoin, etc. Ça, je passe même sur cette question-là, parce que pour moi, il y a deux choses. Il y a mon besoin et il y a la manière de satisfaire mon besoin. Moi, je vais plutôt m'axer sur la manière de satisfaire mon besoin. Donc déjà, j'ai besoin d'un jean, etc. J'ai trois options. Bien sûr, j'en ai plein, j'en ai une infinité, mais je vais en prendre trois. Je vais l'acheter neuf. Pour des raisons, voilà, j'ai pas passé la barrière de l'objet d'occasion. En fait, ça pourrait aussi très bien être d'ailleurs valable pour l'objet d'occasion. Donc, on va dire trois marques. Première marque, une marque éthique, durable, par exemple 1083, par exemple Loom, par exemple, etc. Des petites marques, effectivement, qui sont dites et qui sont durables, qui permettent la réindustrialisation, effectivement, comme a dit. Deuxième option, une marque, on va dire, traditionnelle. Levi's, prenons une marque que tout le monde connaît, Levi's. Troisième option, une marque fast fashion. H&M, je pense que là aussi, tout le monde va connaître. Au niveau des prix, qu'est-ce que ça donne? 1083, 110 € le jean environ. Jamais de solde. En général, les marketing ne font jamais de solde. Les marques éthiques, pardon, ne font jamais de solde. Les Levi's, à peu près les mêmes prix, mais sauf qu'ils font toujours des soldes. Donc, vous l'avez à 80, 85 €. H&M, 30 €. Enfin, 29,99 €. Soyons précis. Donc, effectivement, là, vous avez un arbitrage. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, et là, je parlais, attention, là, je vais distinguer maintenant ce qui relève des classes sociales, plutôt, on va dire, je ne sais pas, parce que là, on est toujours maladroit quand on parle des classes sociales. Alors, on va dire plutôt supérieures, et les autres classes, on va dire les classes populaires. Les classes sociales, même supérieures, elles vont faire des arbitrages, en fait. C'est-à-dire qu'elles vont se dire, bah, finalement, déjà, est-ce que quand vous achetez, vous prenez conscience des conséquences que revêt l'acte d'acheter un jean chez H&M? Alors, vous allez me dire, ouais, vous avez dit que ce n'était pas culpabilisateur. Non, c'est vrai, mais j'essaie d'être un peu très factuel. C'est-à-dire quand j'achète mon jean, est-ce que je me dis, finalement, j'accepte qu'il a fait le tour du monde, j'accepte que la personne a été payée 28 centimes d'euros, j'accepte que le jean il n'a pas été biosourcé, donc les sols ils ont été pleins de pesticides, etc. En fait, c'est ce qu'on devrait peut-être parfois se dire, mais effectivement, c'est quand même compliqué de se le dire tout le temps. Donc, en fait, effectivement, ici, on a déjà, il y a ce premier point. Et le deuxième point, c'est si je mets 120 €, par exemple, dans un jean, il y a des choses que je ne ferai pas, même si je suis une classe supérieure. Donc, est-ce que, en fait, la question que ça pose, et j'espère que je ne serai pas trop violente en termes de questions, mais c'est effectivement l'arbitrage, j'ai envie de dire plaisir et santé, quelque part. C'est-à-dire que, est-ce que je me dis, j'ai envie d'avoir une vie pleine de plaisir et je rogne un peu sur des produits que je peux avoir pas cher, mais peut-être avec une petite conséquence. Et à mon avis, prenez les travaux d'Éloi Laurent, lui, il explique vraiment l'économiste qu'il y a des conséquences sur la santé. Alors, pour le chiffre, c'est un économiste, donc il a une vision beaucoup plus macro que moi, bien évidemment. Ou alors, non, parce que j'ai pas envie. Voilà, j'ai juste pas envie. Et puis, les normes sociales font que, oui, mais je suis pas allée en vacances parce que j'ai fait un choix de 1083. Voilà, non, en fait. Vous voyez, donc là, en fait, il y a une question qui se pose ici. Et deuxième version, effectivement, c'est la justice sociale. Parce que là, le jean à 1000, non, peut-être pas encore, heureusement. Le jean, effectivement, quoi que ça doit exister, mais bon, on n'est pas exactement dans les mêmes catégories. Le jean à 120 €. Comment, en fait, la question, c'est comment donner accès à des produits dits durables ou éthiques à des personnes qui ont moins de revenus et donc à des classes plutôt populaires.
Et là, effectivement, il y a des, j'ai envie de dire, il y a des outils qui existent, hein. Le bon alimentaire, mais non, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce, alors évidemment pour l'alimentation, contre la précarité alimentaire. On pourrait se dire, bah, tiens, pourquoi il n'y a pas un bon vestimentaire? Avec, moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Je vous l'assume même, c'est une mauvaise idée parce que, en fait, je pense qu'en France, il n'y a pas de précarité vestimentaire, mais il y a de la précarité alimentaire pour le coup. Et puis, il y a d'autres types de précarité, hein. Donc, je ne pense pas que ça soit une bonne idée, mais n'empêche que, effectivement, là, c'est une vraie question. L'accès, qui a et comment donner accès, et donc là, c'est la justice sociale, hein, à des produits. Alors là, j'ai pris le textile, mais bien sûr, l'alimentation, c'est pareil. D'accord, là, on aurait pu prendre depuis plein d'exemples d'ailleurs. Je ne sais pas, l'accès au vélo électrique aussi, par exemple, etc. Donc en fait, en conclusion, j'ai l'impression que j'ai été longue, mais je ne me suis pas chronométrée. Donc j'arrête. Michel, je suis désolée. Pourquoi on ne fait pas ces arbitrages? Pour tout un tas de raisons. Il y a des problèmes de normes, il y a des problèmes effectivement presque de sens. Moi, je pense qu'on ne questionne pas assez le sens. Est-ce que ça a du sens, ce que je fais? Voilà. Et puis, moi, je pense, mais ça, c'est ma position d'enseignante, je pense qu'il manque encore de la pédagogie. Il manque de la pédagogie. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de cours de consommation en école élémentaire, au collège? Pourquoi on ne discute pas le rapport à la marque au collège? Je pense que là, il y aura un vrai travail à faire. Hein, vous savez, la violence entre les enfants qu'il peut avoir entre ceux qui ont une marque Nike, par exemple, et les autres. Donc, effectivement, je pense que là, il y a de la pédagogie encore à faire. Il y a de la démocratie. Yves en a très bien parlé, je passe. Et puis, voilà. Et puis, cette question, effectivement, du sens qui, pour moi, est extrêmement intéressante et qui, à mon avis, concerne toutes les générations. Voilà, je vous remercie. Merci. Non, mais j'avais prévu que ça dépasserait un petit peu, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai quand même envie de revenir au titre sobriété contrainte ou sobriété choisie. Parce que je reviens aux chiffres d'Yves Mariac. Je ne me rappelle plus si c'était 40 ou 50%, et je ne sais plus quelle est l'échéance, mais c'est quand même pas si loin que ça. C'est quoi l'échéance? On est globalement sur, dans les scénarios qui sont compatibles avec l'accord de Paris, avec notre budget carbone et avec différents enjeux de soutenabilité, sur une réduction d'environ 50% de la consommation d'énergie à l'horizon 2050. 2050. C'est le chiffre que donne d'ailleurs aussi la loi transition énergétique de 2015 et la stratégie nationale bas carbone est plutôt à 40%, mais on est dans les mêmes ordres de grandeur. Et nos évaluations, c'est que il faut que l'efficacité et la sobriété, évidemment, se fassent main dans la main, mais que la sobriété représente une petite moitié de cet effort de réduction de la consommation. Voilà. Alors, ce que j'entends des exposés précédents, c'est que c'est quand même compliqué. Ce qu'explique Didiolo, c'est qu'on peut faire des choses, mais c'est quand même compliqué. Ce qu'explique Valérie Guillard, c'est qu'on peut faire des choses, mais ça prend son temps. Il y a des arbitrages difficiles. Et j'ai reçu, en vue de ce débat, des mails, enfin de personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, qui m'ont dit, écoutez, il faut être réaliste avec il faut absolument, pour atteindre les objectifs de Paris, passer par un système de contraintes. Et il y a des associations qui travaillent sur un système de contraintes qui ressemble au bon de consommation pendant la guerre. C'était en gros l'idée, c'est on donne à chacun un droit à consommer tant de niveau d'énergie et on diminue chaque année de 8% les droits comme ça. Et puis, alors finalement, ceux qui consommaient beaucoup ceux qui ne consommaient pas beaucoup diminueront de 8%, ceux qui consomment beaucoup de 8% aussi, ceux qui consomment beaucoup pourront acheter à d'autres. Enfin bref, c'est un système extrêmement contraignant qui semble avoir une certaine popularité auprès d'un certain nombre de gens, qui sans un système de contraintes, on n'y arrivera pas. Alors, je ne vois pas comment c'est compatible avec ce que disait Yves sur la démocratie et comment c'est compatible avec ce que disait Didiolo sur la complexité et ce que disait Valérie Guillard sur le fait qu'il faut quand même respecter le consommateur et ne pas le culpabiliser. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces systèmes? Est-ce que on pense qu'avec toutes ces processus raisonnables dont on a parlé aujourd'hui, on peut y arriver? Et est-ce qu'en fait, il ne va pas y avoir, à un moment ou à un autre, une injonction de faire quelque chose de beaucoup plus radical? Alors, peut-être Yves. Indépendamment de la notion de contrainte ou pas, dans ce qui est proposé là, il y a l'élément des quotas. Quelle que soit la manière dont on l'applique. Et ça, c'est très compliqué
c'est très compliqué parce qu'on part individuellement de situations très différentes. Que vous parliez de quotas en énergie ou de quotas en CO2 ou toute autre ressource, quelqu'un qui vit aujourd'hui dans un territoire rural habitat isolé ou quelqu'un qui vit à Paris n'a pas les mêmes possibilités de travailler sur sa consommation au niveau de la mobilité, par exemple. Et donc, si on veut raisonner en quotas, il faut être capable de définir des quotas différents en fonction de toutes ces situations et on va très vite dans des choses trop compliquées à mettre en place. Pour autant, il peut y avoir des logiques de quotas ou en tout cas de limitation sur un certain nombre d'usages et moi j'y suis globalement favorable. Alors à partir de là, on rentre dans l'idée de contrainte et je voudrais commencer par dire que en fait, on vit en permanence sous la contrainte. On est contraint par notre pouvoir d'achat, on est contraint par notre distance au marché, parce que effectivement, on peut choisir de prendre plus de distance, mais on part d'une certaine distance. Là encore, acheter de la fast fashion pour ceux qui veulent le faire, c'est pas la même chose quand vous habitez à côté des Halles ou au fin fond de la Creuse, même si maintenant un certain nombre de systèmes de livraison individuels existent, mais en tout cas, on vit dans une forme de contrainte et où je pense que, là encore, c'est un sujet démocratique de savoir. En fait, la sobriété, elle pose deux questions. La première, c'est quelles contraintes on se donne collectivement, quelles limitations on s'impose en termes de consommation d'énergie ou d'émissions de gaz à effet de serre. C'est l'idée, pour le coup, d'un budget carbone collectif. Et la deuxième question, c'est quel niveau d'inégalité de répartition à l'intérieur de ce budget collectif est acceptable. Moi, je pense qu'on sait collectivement travailler sur ces questions quand on le fait. On a plusieurs exemples de conventions citoyennes, etc., qui savent poser ces sujets. Le dernier point que je veux apporter, c'est qu'on a aussi le droit d'inverser le rapport en termes de représentation entre la sobriété et la liberté. Je vais le faire sous deux angles. Le premier, celui du temps et celui de la mobilité. Sur la mobilité, en fait, il faut réaliser à quel point nous sommes devenus totalement dépendants pour notre mobilité, pour notre liberté de mouvement, de la propriété d'un véhicule individuel. C'est ce qui, de mon point de vue, a donné le point de départ de la crise des Gilets jaunes, puisque, je le disais tout à l'heure, des décennies d'aménagement du territoire qui ont augmenté les distances à parcourir par chacun et augmenter la nécessité de prendre la voiture parce qu'il n'y a pas d'autres options disponibles pour le faire. Et si, une fois que vous avez créé cette situation, vous avez mis les gens dans cette dépendance et donc cette contrainte, vous leur dites, mais non, en fait, il va falloir réduire votre utilisation de la voiture et pour que vous le fassiez, je vais vous mettre une taxe, c'est évidemment insupportable. Donc, à l'inverse, des politiques de sobriété qui développent des infrastructures de mobilité douce, là où ça a du sens, comme dans Paris, qui développent une offre de transport collectif, qui développent des offres de covoiturage. On a au sein de Négawatt quelqu'un, je vais lui faire de la pub, qui dirige une société qui s'appelle ECOV, qui travaille en partenariat avec les collectivités pour faire des lignes de covoiturage. C'est extrêmement performant. Donc, si vous avez ces options-là, oui, vous pouvez choisir en fait de ne plus être dépendant de la voiture. Et donc, la sobriété, ça peut être un facteur de liberté. Et puis, sur le temps, parce que ça a été évoqué à la fois par Didier et par Valérie, en fait, on vit dans une injonction permanente à surconsommer et à occuper le plus possible notre temps à de la consommation. L'exemple qu'on peut donner sur la manière d'inverser ça de façon sobre, en fait, aujourd'hui, typiquement, si vous choisissez d'occuper votre temps libre à lire un livre, plutôt qu'à regarder des séries sur Netflix, eh bien, vous allez d'abord prendre du temps, beaucoup plus de temps pour choisir et pour accéder à l'objet culturel que vous allez consommer et vous allez prendre plus de temps pour le consommer. Et globalement, vous allez trouver un autre plaisir et donc il y a peut-être cette liberté-là aussi en consommant, en étant beaucoup moins intensif en matière et en ressources dans votre consommation. Dès le moment qu'on parle aux industriels, je veux dire l'ETS, donc
de facto, le prix du carbone est généralisé à toute une série de secteurs industriels. La décision de l'étendre à toute une série de nouveaux secteurs est d'ores et déjà prise. Donc, cette contrainte, elle est déjà intégrée par tout le monde et elle va arriver et elle est inéluctable parce qu'on voit bien que sinon, les millions de décisions microéconomiques dont on a besoin pour réduire la consommation d'énergie ne se feront pas. Donc, je veux dire, moi, j'ai le sentiment que tout le monde a déjà intégré le fait qu'il y avait une contrainte. Il s'agit ensuite de voir comment elle s'exprime et comment on la gère. Mais et nous, en tant qu'entreprise, c'est pas notre boulot de dire comment elle doit être gérée. Et ça, c'est vraiment la responsabilité des politiques. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de trouver des solutions qui permettent, dans un contexte de contraintes données, de trouver des solutions qui permettent de réduire besoin, d'améliorer la consommation, etc. Mais je pense qu'on aura besoin de mobiliser tous les outils. Et je pense qu'y compris, il ne faut pas s'interdire des interdictions, strictement. Je vais prendre 2 exemples. Je vous ai parlé tout à l'heure du Bitcoin. Y a-t-il une raison objective pour laquelle le monde doit accepter qu'on continue à utiliser un système qui, pour transférer de l'argent d'un compte A à un compte B, coûte 20 000 fois plus que la solution la plus performante? Et au nom de quoi devrions-nous l'accepter? Quelle conception de la liberté peut justifier ça? Je veux bien qu'on se focalise sur les avions privés qui sont non-locales, mais c'est epsilonesque par rapport au Bitcoin. La consommation du Bitcoin, la dernière fois que j'ai regardé, c'était la consommation d'énergie du Danemark. Voilà. Donc, alors j'ai espéré un moment que Xi Jinping le fasse, mais il s'est contenté d'interdire aux entreprises chinoises de faire du mining de Bitcoin. J'ai espéré un moment qu'il tue le Bitcoin, mais il n'a pas fait. Mais il suffirait que quelques grands États développés décident d'interdire strictement le Bitcoin et vous faites une économie d'énergie monstrueuse d'un seul coup. Est-ce que le monde tournera moins bien? Non. Est-ce que quelques trafiquants de drogue auront plus de mal à transférer leur argent? Oui, mais on s'en fiche. Donc, voilà un exemple. Mais un deuxième exemple, plus pratique. Fabriquer un diamant artificiel aujourd'hui coûte 10 fois moins d'énergie que de l'extraire d'une mine de diamants naturels. Qu'est-ce qu'on attend pour interdire les diamants naturels? Oui, je veux dire, il y a un moment où il va falloir commencer à se poser ce genre de questions. Est-ce qu'il sera encore légitime de mettre sur le marché des produits qui rendent exactement le même service qu'un autre, qui coûte 10 fois moins d'énergie à produire, 10 fois moins de CO2 en l'occurrence, sans compter la pollution, parce que l'activité minière, en termes de pollution locale, etc., c'est consommation d'eau, etc., c'est pas négligeable. Donc, je parlais tout à l'heure des voitures. C'est vraiment, il faut continuer à faire des voitures aussi lourdes que celles qui nous transportent aujourd'hui. Voilà, donc il y a un moment où les politiques devront utiliser un certain nombre d'outils, mais ça, c'est pas de notre responsabilité. Nous, notre responsabilité, c'est de dire dans un monde de contraintes, l'énergie et le CO2 vont coûter de plus en plus cher. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme solution pour que, avec une dégradation de service minime, vous puissiez continuer à faire des choses et notamment continuer à consommer un certain nombre de choses, mais en le faisant avec le minimum possible, quitte à accepter un service un peu réduit. Pour montrer que les choses sont compliquées, il se trouve que je préside la revue des anciens X, la jaune et la rouge, et il y a un dossier en préparation sur le Bitcoin. Alors, je me suis occupé, et j'ai dit la personne du Bitcoin, au point de vue énergétique, votre truc est catastrophique. Mais répété, mais vous n'avez rien compris. Maintenant, on s'installe dans les endroits où il y a des productions fatales d'énergie. Là où, de toute façon, l'énergie n'est pas consommée. Ça restera à creuser. Le deuxième point, c'est sur ce qu'on voit, c'est que Carlos Tavares est en train de sauver Stellantis en visant le haut de gamme. Je n'ai pas l'impression qu'il fait des véhicules légers. C'est pour montrer les contradictions dans lesquelles on est. Sur le premier sujet, moi, des endroits où il y a de l'électricité abondante et pas chère, il y a 1000 choses plus utiles à en faire que du Bitcoin. Donc, si vous voulez, l'argument de dire maintenant le Bitcoin est vert parce qu'il achète de l'électricité verte, je suis désolé, mais il prend de l'électricité verte qui serait mieux utilisée à des choses qui ont de l'utilité sociale.
C'est-à-dire, c'est pas le fait que vous consommiez vert qui rend utile socialement votre activité. Si vous utilisez de l'électricité verte pour éclairer les vitrines des magasins pendant la nuit, ça reste une sottise. Est-ce qu'il est probable qu'on interdise le Bitcoin dans le contexte actuel? Mais honnêtement, dans les mesures qui ne coûtent rien à l'économie, qui ne détruisent aucune valeur et qui font économiser de l'énergie, j'en connais pas beaucoup qui ont le même rendement. Bon, moi, je souscris complètement à ce qui vient d'être dit. Non, juste pour, enfin, en un mot, hein, je ne veux pas du tout jouer sur les mots, mais le titre, c'est la contrainte ou volontaire. Pour moi, elle est forcément contrainte. Enfin, on n'a pas rappelé effectivement les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, voilà, au niveau du vivant, des sols, la qualité des sols, enfin, la destruction de nos sols, la biodiversité. Enfin, on n'a pas refait effectivement tout le contexte. Mais moi, je ne poserais même pas la question de la contrainte ou de la volonté. C'est contraint, en fait. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, c'est forcément contraint. Et après, effectivement, comment faire pour décider collectivement du Bitcoin ou du non-Bitcoin? Je joue un peu l'avocat du diable, hein, c'est pour animer le débat. On n'a pas le choix, mais je ne suis pas sûr qu'on arrive au moins 50% en 2050 dont parlait Marignac. Je pense que l'alternative, en fait, c'est de choisir ou de subir la contrainte. Mais ça n'est pas de ne pas vivre cette contrainte parce que les limites physiques auxquelles on est confronté aujourd'hui, les limites planétaires, l'effondrement de la biodiversité, le dérèglement climatique et tout ce que ça entraîne de dérèglement de notre monde, je pense qu'on est juste au début de ça. On le mesure, on commence à le mesurer physiquement dans nos chairs, dans nos modes de vie. Donc, il y a une accélération de la prise de conscience. Mais je pense que malheureusement, on n'est qu'au début.